Allez, on va commencer la discussion, la rencontre. Si vous voulez vous approcher, il y a encore des places assises. Et ici, il y a plein de places assises. Donc voilà, on va... Ceux qui connaissent un peu le rituel un peu de la boutique, on fait une discussion d'une quarantaine de minutes. Et puis après, on passe à la dédicace des DVD. Et voilà. Donc n'hésitez pas, il y a des chaises. Oh, merci. Alors, allez, avancez, venez, prenez place. Bon, voilà. C'est vrai que quand on est assis ici, on se sent un peu bloqué, donc on se dit c'est un peu partir, mais on est plus confortablement assis. Et puis on n'a pas envie de partir. Et voilà, on est ici, on est surtout. Donc, bienvenue à toutes et à tous aux rencontres de la boutique. Voilà, c'est ce rituel là qui est hebdomadaire, qui nous fait accueillir des réalisateurs, réalisatrices, des comédiens, des critiques. Donc on est très heureux d'avoir Marianne Medeiros, voilà, la boutique Potemkin. Tu connaissais la boutique Oui. Tu es déjà venue? Oui, absolument. Et je suis vraiment très heureuse de cette invitation. Et voilà, de venir dans ce lieu important pour le cinéma, pour les livres, pour la réflexion. Ben voilà, c'est ça. On se donne, alors je te dis comment un peu ça va se passer, c'est-à-dire qu'on va discuter, on va échanger, on va parler. Évidemment, on est là pour parler de ton film qui sort en DVD chez Épicentre Film à nos enfants. Donc voilà, c'est un peu l'objet de cette rencontre. Mais nous, ici, on aime bien parler évidemment des films qu'on apprécie, mais aussi faire parler l'invité de sa cinéphilie, de son lien au cinéma, et voilà, et puis de la discussion aussi. Voilà, il y a quelque chose où on a ce temps-là, on n'est pas dans un temps d'avant-première, de pression, de chiffres, il y a un temps pour nous, et puis bon, s'il y a des questions, évidemment, que chacun se sente libre. Donc voilà, je fais juste un tout petit rappel biographique, parce qu'il y a des gens qui te connaissent, et puis il y a des gens qui te connaissent moins. Alors, tu vois, on a fait soin de mettre la fiche de Pulp Fiction de Tarantino, parce que voilà, on t'associe aussi à ce film-là, où dans l'imaginaire collectif, c'est aussi normal. Mais évidemment que quand on regarde un peu ta biographie, bon, tu es actrice, tu es réalisatrice, tu es chanteuse, tu es née à Lisbonne, mais tu as grandi en Autriche aussi, et puis après tu es retournée au Portugal avec ta famille, suite à la révolution des œillets, c'est ça? C'est ça. Mais c'est important de rappeler ces choses, parce que aussi ton premier film, Capitaine d'Avril, parle de cette période-là, douloureuse et heureuse, de toute la vie démocratique du Portugal. Et ce qu'il y a, c'est que on t'associe aussi à des réalisateurs. Je parlais de Quentin Tarantino, mais un de tes premiers films, tu joues avec César Montero, dans Sylvestre. Donc bon, le premier. Bon, ce sont c'est un réalisateur, moi, qui me tient à cœur, c'était une vraie rencontre, rencontre cinématographique et cinéphilique très émouvante. Mais j'ai découvert récemment, j'ai découvert récemment Elvire Jouvet 40. Figure-toi, pour tout te dire, j'ai fait une petite insomnie comme ça, et j'ai écouté Elvire Jouvet 40, et tu avais 18 ans, c'est ça? Un peu plus, 19, des 19. Mais c'est incroyable. Alors je ne sais pas si vous connaissez, parce que on a une dame qui la connaît très bien, elle a le livre. Ben oui, mais on a vu ça. Mais on va parler, Daniel, ne t'inquiète pas, on va parler du film, on va parler à nos enfants. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une carrière de cinéma, mais il y a une carrière, évidemment, que tu as une formation de comédienne de théâtre. Et très jeune, tu joues cette pièce. C'est une pièce, je trouve, très importante pour tout comédien. Et peut-être dis-nous-en quelques mots. C'est Brigitte Jacques, donc, qui avait travaillé avec Louis Jouvet, qui a pris... Alors, pas Brigitte, non, elle avait pas l'âge, mais en effet, elle a découvert, c'était publié, ce livre, des leçons de Louis Jouvet au Conservatoire de Paris, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et Louis Jouvet avait conscience de la profondeur et de la valeur de ses cours parce qu'il avait une sténographe qui était Charlotte Delbourg. En plus, c'était une grande écrivaine. Et donc, elle a sténographié, donc pris de façon très
très précises, ces cours incroyables de Louis Jouvet, qui sont finalement sur la formation de l'artiste, quel qu'il soit. On peut très bien comprendre ces textes par rapport aux acteurs, mais par rapport à toute activité artistique qu'on embrasse et qu'on a envie d'apprendre. C'est une véritable éthique de l'artiste. Une exigence folle. Parce que ce qu'il dit... Alors voilà, je vous explique un peu mieux. C'est des cours qu'il donne à une élève en particulier, qui était Paula de Eddy, en fait, que j'avais rencontrée. Et cette élève était une élève très brillante, qui avait un savoir-faire. Elle était déjà la meilleure au conservatoire. Et elle commence à travailler Elvire de Don Juan avec Jouvet. Et évidemment, Jouvet la terrasse. Et c'est le principe presque de toute formation artistique, c'est que tout ce que tu crois savoir, oublie. Oui, voilà, c'est ça. et alors, il repart avec elle sur cette quête que lui-même mène de ce que c'est que cet état de grâce d'Elvire, et qui selon lui... Don Juan, c'est une scène de Don Juan. Oui, mais Elvire doit être dans un état de grâce pour venir sauver Don Juan, qui est en fait l'état de grâce dans lequel se doit d'être l'artiste. Et il doit retrouver cet état de grâce tous les soirs. Et donc tous les soirs, il y a l'exigence du miracle. Alors comment le faire? Et ce n'est certainement pas par des trucs techniques, c'est par une ascèse personnelle d'une certaine façon. Mais il insiste énormément sur le sentiment. Sur comment retrouver une sorte d'authenticité, de sentiment. Et donc c'est un début de scène qui est rejoué, mais qui est rejoué, je sais pas, une quinzaine de fois, et chaque fois, il lui dit non mais là c'était mieux, et là, clac, et c'était incroyable. C'était peut-être le travail le plus difficile que j'ai jamais eu à faire. C'est incroyable, tu sortais du conservatoire Oui, j'étais encore au conservatoire, et en fait c'est ça, parce qu'il fallait jouer de façon à correspondre à ce qu'il allait dire. C'est-à-dire bien, mais pas bien du tout. et voilà, donc je me suis rendu compte que peut-être que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait toujours commencer par le plus difficile. Et puisque je l'avais fait au théâtre, je m'étais dit, pour Capitaine d'Avril, qui était mon premier film, disons, de fiction, je m'étais dit la même chose, puisque... commençons par le plus difficile. Mais toi, tu étais quand même assez jeune. Quel souvenir tu as de cette expérience déjà, de cette proposition, qui est une proposition magnifique pour une jeune comédienne? Et comment ça t'a accompagné dans ton sac à dos comme ça, dans ta formation? Elvire Jouvet me sert tous les jours. Me sert vraiment tous les jours. Alors le sentiment, il donne quand même quelques tuyaux. Il y a la diction, et il y a la respiration, et il y a le sentiment. Et peut-être la respiration est ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre, mais c'est vraiment la respiration qui t'amène au sentiment, dans le sens où quand tu fréquentes beaucoup un texte, il faut le fréquenter beaucoup, le rendre tien, le rendre organique, et là tu commences à respirer ce texte, et tu commences à respirer avec l'auteur d'une certaine façon. C'est très émouvant parce que tu retrouves la respiration de Shakespeare, tu retrouves la respiration de Molière, à force d'être là, de le rendre tien, organique, et ça c'est vraiment la porte du sentiment. Mais j'ai pris des années à comprendre. C'est drôle parce que c'était une émission qui parlait d'un chef d'orchestre qui disait tiens, là j'essaie d'arriver à un point où je vois comment Schumann marchait. Exactement. Et c'était vraiment... C'est ça, c'est la fréquentation assidue, une fréquentation consciente mais aussi inconsciente, parce que ça commence à vivre en toi. Et comme dans les religions afro-brésiliennes, il y a une espèce de saint qui t'incarne, qui commence à t'habiter vraiment. Qui est Schumann ou Molière. Le théâtre d'un côté, le cinéma de l'autre, c'est une autre main, le cinéma, ou c'est la même chose différemment? C'est quoi? Comment Moi je viens vraiment du cinéma portugais, qui est un cinéma qui a
qui est profondément lié à la langue, à la littérature, au théâtre. Pour moi, c'est vraiment très lié. Parce que là, alors, la question rituelle que je pose à chaque invité, c'est leur premier souvenir de cinéma, leur premier souvenir de salle de cinéma, ou presque une image, presque une scène primitive, quoi, quelque chose. Ça serait quoi pour toi? Alors, il y a deux choses. Elles sont très importantes parce qu'elles m'ont vraiment beaucoup marqué. C'est les films de Charlie Chaplin, en Super 8, que mon père a... avec tout le rituel de monter la petite bobine sur la machine Super 8, sur le projecteur, le bruit du projecteur, l'écran qu'on déployait comme ça dans le salon, la cérémonie, le rituel, la cérémonie et le plaisir et de voir ça ensemble, cette émotion de Charlie Chaplin, la tristesse quand c'est fini, encore papa, encore, voilà, ça c'est... Je m'en souviens très bien, c'est quelque chose de très marquant. Et l'autre chose, c'est un acte très violent que nos parents nous ont fait, ou m'ont fait, parce que ma soeur ne s'en souvient pas vraiment, mais je leur suis très reconnaissante de l'avoir fait. C'est qu'à l'âge de 7-8 ans, ils m'ont fait voir Rome, ville ouverte. Wow. Et c'est tôt. Et ça a eu un effet vaccin contre le fascisme. Je pense que voilà, j'étais complètement, évidemment, bouleversée, traumatisée par ça, et en même temps, je pense que c'est une des bonnes choses qu'ils ont faites. Mais c'est intéressant parce que ça traverse, toi, ton travail de réalisatrice. Tu ne t'attaques pas à des petits sujets, quelque part. On sent, je dirais pas que c'est un cinéma politique, mais c'est un cinéma qui est imprégné de la politique et de quelque chose de résolument, de vaccin, j'aime bien ce mot-là, de dire non, là il faut en parler, il faut le dire, il faut le montrer du doigt, il y a ça vraiment qui travaille dans tes films. Quand Captain Avril, non, c'était pas ton premier film, parce que tu as fait des... Non, mais c'était, disons, le premier long métrage. Oui, le premier long métrage, et qu'on retrouve là dans nos enfants, voilà, dont on va parler, qui se déplacent au Brésil. Question, je pose une question qui m'intéresse. Vas-y, oui. Voilà, non mais parce que Sylvestre de Joël César Montero, tu peux nous dire quelques mots du souvenir que tu en as de ce réalisateur? Moi j'ai un souvenir de Va-et-Vient, qui est son film posthume, et j'ai un grand souvenir j'avais vu ses films avant, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué, qui a été important pour moi montrer la capacité à être libre au cinéma. C'est quand même cette ambition-là qui est quand même assez dingue. Parle-nous de ton Joël César Montero. Alors, Joël César Montero, c'est... bon, moi, je ne me destinais pas du tout au cinéma. Je me destinais aux beaux-arts. Et j'étais de ces enfants qui dessinaient tout le temps. Tout le monde pensait que je ferais les beaux-arts, etc. Et Joël César Montero était un ami de ma mère. Joël César et sa femme à l'époque, Marguerite de Gil, avec qui j'ai fait un film récemment d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mare. Enfin, et Joël César, donc, il venait très très souvent à la maison et il nous racontait un peu ce qu'il faisait et tout. Et il avait commencé avec Pablo Branco cette histoire de Sylvestre, une histoire médiévale qui tournait en décor naturel. Et puis avec une actrice très... Bon, c'était pas vraiment une actrice, c'était une mannequin, quelqu'un qui venait de la pub et tout, et un peu qui avait un accent un peu neuilly, comme ça. Et tout. Bon. Et là, un jour, quand il avait déjà dépensé la moitié de son budget, c'est un truc qui plaît beaucoup aux producteurs, il décide, non, ce que je fais là c'est très mauvais, non, c'est pas du tout ce que je veux faire, en fait je veux reprendre tout du début, dans un décor en studio, en carton-pâte, façon Romer, Perceval le Gallois, et comme actrice, je vais prendre elle, la petite là de 15 ans qui voilà, mais il était fou. Ah oui, ta carrière cinématographique, c'est... Et il m'a embarqué comme ça, une gamine. Je disais que l'autre actrice n'avait pas d'expérience, c'est peu dire de mon expérience.
et voilà, et donc il m'a embarqué là-dedans, dans cette féerie en carton-pâte. Et toi, tu as dit oui tout de suite en victime consentante. Oui, oui, tu fais bien d'utiliser ça. Parce que je pense que les rapports avec Jean-César, il fallait être victime consentante. Et j'y inclus Paolo Branco, qui est rentré aussi dans, dans le jeu. Quoi. Dans le jeu. Et voilà comment est né ce film qui est quand même une perle, c'est vrai, c'est un film merveilleux sur ces contes médiévaux, oui, qui naît du talent immense, libre et maudit. Parce qu'il est maudit. Enfin, Jean-César Monteiro, c'était un être très dostoïevskien. Enfin, il portait quelque chose de très noir en lui aussi, mais un cinéma lumineux. Oui, oui, inclassable, quelque chose comme ça. Parmi la forme du personnage. Et son journal, son journal quand il était à Paris, tout ça, qui avait été édité, là, c'était intéressant aussi de le voir écrire. Je peux vous raconter une histoire rigolote. Oui, mais voilà. Mais, non, c'est bon. C'est que donc tout ça se passait entre mes 15 et 16 ans. Et après, j'ai dit basta, je ne veux plus voir Jean-César Monteiro. Et non, j'avais des bonnes raisons pour ça. Oui. Et donc je ne l'ai plus jamais vu. Et après, il faisait ses films avec sa collection de poils pubiens. Oui, voilà, c'est ça. Et Jean de Dieu, ce personnage. Voilà, Jean exactement. De Dieu, Et donc un jour, je reçois une lettre très formelle. Au Portugal, on met excellentissime madame, Maria de Medeiros, qui était donc de son producteur, et qui expliquait qu'il sollicitait très officiellement un poil pubien pour la collection de M. Jean-César Monteiro. Nanana. Il expliquait toutes les actrices, toutes les productrices, toutes les réalisatrices, toutes les écrivaines, toutes les grandes artistes qui avaient cédé leur poil pubien. Et si je voulais avoir la bonté de le faire aussi. C'est complètement raccord. Et j'ai dit non. Tu n'auras pas mon poil pubien, salut. Et puis Jean-César, bien des années après, est mort. Et les Inrecuptibles m'ont demandé d'écrire un texte posthume sur lui. Et dans ce texte, je lui ai dit, ben voilà, je t'envoie mon poil pubien, maintenant que tu es mort, tu peux l'avoir. Et effectivement, je leur ai envoyé un poil pubien qu'ils ont publié. Les Inrocs ont publié mon texte et le poil pubien. Et le plus drôle de tout, c'est que quelques mois après, je reçois un courrier là aussi très formel de Serge Kapansky me disant « Alors Maria, on voulait savoir qu'est-ce qu'on fait avec votre poil pubien ?» Ah oui, d'accord, oui, c'est un vrai cas d'éthique journalistique, c'est ça. Oui. Et donc là, j'ai dit « Bon, écoutez, faites ce que vous voulez, moi je le veux. J'en ai pas besoin, merci. » Non, mais comment on arrive à distinguer l'homme de l'œuvre, on ne sait pas. Oui, voilà. J'ai pas connu l'homme, mais c'est vrai que l'œuvre, voilà, Non, mais absolument. Voilà. Et comme vous voyez, notre dialogue a continué. Oui, a continué, voilà. Et je pense que ça lui aurait fait très plaisir. D'ailleurs, Paolo Branco m'a dit à l'époque, vraiment, il aurait adoré ça. Voir ce texte et voir ce geste. Comment est-ce que ça se poursuit et comment les propositions viennent aussi dans ta carrière cinématographique en tant que comédienne? Comment est-ce que ça s'enchaîne? C'est par miracle. Oui. Ouais. Plutôt, qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu refuses? Comment est-ce que ça se tricote? C'est très intuitif. Ouais. Et j'ai toujours... Enfin, je n'ai jamais fait de plan de carrière parce que je n'y crois pas vraiment. Il y a quelque chose de très cruel dans la vie des acteurs, c'est accepter qu'on a une marge de décision, mais qu'en réalité, on est choisi. Et donc, tout s'est passé par des rencontres, par des miracles. Et une chose que je n'ai pas dite, c'est que donc, ce premier tournage de Sylvestre, pour moi, c'était aussi
bien sûr, c'était la découverte du jeu devant la caméra, etc. Mais c'était aussi la découverte du cinéma lui-même. J'ai été passionnée tout de suite par l'autre côté de la caméra. Et j'étais à peu près sûre que je ferais ça aussi, dès le début. Mais par quoi? Le travail des techniciens, la lumière, absolument. Les temps d'attente peut-être très longs, les préparations des scènes. Les temps d'attente ont été mon école finalement, et celle de tous les comédiens. S'ils ont envie d'apprendre, on a vraiment l'opportunité de le faire et de voir travailler des gens très différents. Mais ce qui me passionne, c'est ce moment où tout ce collectif de personnes se met en branle ensemble et avec des repères très très différents. Le machiniste, il a ses petites marques au sol comme ça. Chacun a sa tâche. Chacun a sa tâche, et puis tout ça, comme un grand orchestre en effet, commence ensemble, se met à respirer ensemble. C'est marrant que tu prennes la métaphore de l'orchestre, parce que souvent, question de musique, quand même, la musique est importante pour toi, est plus importante dans ta vie. Oui, et en effet, j'ai beaucoup grandi dans les répétitions d'orchestre. Mon père est compositeur et chef d'orchestre et pianiste. Et en effet, je crois que dans le cinéma, j'ai retrouvé ça. Oui. Chacun avec son instrument, mais voilà. On y va ensemble. Et toi, comment tu te définirais comme réalisatrice alors, comme chef d'orchestre? Alors comment est-ce que tu aimes diriger tes musiciens? J'aime bien quand on sent la musique de la chose ensemble. J'adore quand je peux faire l'économie de paroles aussi. C'est très beau quand ça se passe. J'ai eu beaucoup ça surtout sur Capitaine d'Avril, curieusement, où j'avais surtout des hommes à diriger et merveilleux acteurs, Stefano Accolsi ou Frédéric Pierrot. Et j'adorais le fait que j'avais pas besoin de beaucoup parler. C'était... Ouais, encore et quand on se comprend, on s'entend vraiment comme ça à demi-mot, juste parce qu'on est sur la même... vague, la même longueur d'onde, là c'est absolument magique. Et comment tu expliques ça? Tu l'expliques par le fait que tu les aies bien choisis, tu l'expliques par le fait que vous avez beaucoup travaillé en amont, vous avez beaucoup travaillé en amont, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail. Non, je travaille beaucoup à l'intuitif aussi, comme quand je suis actrice. Pour revenir à ta question d'avant, je sens que ça peut marcher, ou je sens que peut-être j'ai pas grand-chose à dire sur ce personnage. Voilà, c'est l'intuition qui parle. Alors, parmi les réalisateurs avec lesquels tu as tourné, il y a Chantal Akerman, Guy Meddine, Eugene Green. C'est très éclectique. Qu'est-ce que tu as tiré un peu de chacun, ou est-ce que tu aurais peut-être une figure qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit tiens là, être réalisateur ou réalisatrice, c'est ça me plaît là, dans son style, dans sa façon de diriger son équipe, ses comédiens. Un peu tout le monde. Ouais. Justement, ça a été une telle variété d'expériences et de personnages croisés. Je pense à quelqu'un comme Bigas Luna, par exemple. C'était un tel privilège de travailler avec lui, parce que lui, en même temps qu'il est un héritier absolu de Buñuel ou de Salvador Dali, du surréalisme au cinéma, il a toute une partie d'artistes d'art contemporain aussi en lui, mais c'est le grand hédoniste du cinéma, et ça c'était absolument merveilleux, parce que je me souviens de scènes où ça lui faisait tellement plaisir de tourner, il était tellement dans un état de délice comme ça, que parfois devant son vidéo assist, il s'endormait comme un gros chat, il dormait, il ronronnait presque. Et ce qui était tellement beau, c'est que toute l'équipe autour et on attendait qu'il ait son moment de bonheur. Et puis à la fin du tournage, il prenait toujours deux chambres à l'hôtel,
l'une pour lui et l'autre pour le jamon, pour son jambon. Il mettait un énorme jambon qu'il mettait dans la baignoire. Et donc après le tournage, il coupait le jambon, il servait le jambon à toute l'équipe. Voilà, c'est merveilleux. Ou Guy Maddin, ou tant d'autres, ou Phil Kaufman, ou Teresa Villaverde, ou Chantal Akerman. Enfin, Ackerman, Chantal Akerman, quel souvenir tu en as? Alors Chantal, j'ai fait un petit film avec elle, mais qui était mon premier film à Paris. J'ai faim, j'ai froid. D'accord. Dans Paris vu par 20 ans après. Et Chantal, elle avait cette grâce absolue dans la description de la jeunesse et des jeunes femmes. Oui. Et voilà, c'était deux très jeunes femmes, très innocentes, qui arrivent dans Paris, l'une a faim, l'autre a froid. et c'est une perle. L'expérience américaine, là, quand on pense à Pulp Fiction, moi que j'ai revu aussi récemment, on parlait avec Daniel, mais moi je trouve que c'est un film qui n'a pas... qui est toujours aussi bien ficelé, qui est monté, ce film était bon à l'époque, il est toujours bon maintenant, c'est un très bon film. Quel souvenir tu as déjà de ta rencontre avec Quentin Tarantino, avec ton partenariat avec Bruce Willis, et tout ça? Raconte-nous peut-être de ton souvenir maintenant ou rétrospectivement, ce qui t'en reste. Oui. Eh bien, j'ai vraiment rencontré Quentin comme jeune metteur en scène qui arrivait en France avec son premier film Reservoir Dogs dans un petit festival de films indépendants à Avignon. Et je suis vraiment très reconnaissante à Jerry Rudess qui organisait pendant 25 ans ce festival, parce qu'il a fait se rencontrer vraiment des dizaines et des dizaines d'artistes. Oui. Et là, bon, déjà j'ai vu Reservoir Dogs, j'ai trouvé, oh là là, il est bon. Et puis, il était extraordinaire, quoi. Plein de cinéma, plein de cinéphilie. Plein de cinéphilie, c'est une éponge, il s'intéressait à tout, il avait tout vu. Oui. Il avait vu Henry and June, qui était le film américain que j'avais fait avant sur Anais Nin de Phil Kaufman, qui est un très grand metteur en scène, mais dans un style très différent de Quentin, mais Quentin l'avait vu, le connaissait parfaitement. Donc il te connaissait. Oui, il me connaissait, oui. Et puis, quelques mois après, bon, on s'est aussi retrouvés à un plus gros festival à São Paulo, qui est un festival très cinéphilique, où il m'a emmené voir des trucs que j'aurais jamais vus, jamais, si ce n'était de la main de Quentin Tarantino. Par exemple, Tatsuo 2, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des films de terreur japonais, où des canons et des armes sortent du corps des gens. Pour moi, c'était très nouveau tout ça, et très rigolo. Et puis, il m'a envoyé Pulp Fiction, et bon, je raconte toujours ça, mais c'est vrai, j'ai lu ça, j'ai dit, wow, c'est génial, je veux faire ça, ça va être encore un de ces trucs que personne ne va voir, tellement c'est compliqué et génial et tout. Et bon, à la lecture, c'est sûr que ça devait être... En plus, c'était un truc comme ça, tu vois, parce qu'il est très littéraire. Et donc, pour moi, je me sentais à la maison, parce que je venais justement Jean César Monteil, Manuel d'Oliveira, les littéraires. Et là, je me suis trouvée devant un scénario tout à fait littéraire et tout à fait désobéissant de toutes les recettes hollywoodiennes de ce que doit être un scénario. Et donc, j'ai adoré ça. C'était une surprise fantastique qu'il trouve ce public universel, mondial. Et puis voilà, puis la relation d'un talent. Hollywood, toi tu étais en relation avec Hollywood, avec ce cinéma américain, comment ça se... Comme je n'étais vraiment... Parce que tu es multilingue, donc tu n'as pas ce voilà... Oui, il y avait ça, et puis le fait que je ne me destinais pas au cinéma, je n'ai pas grandi avec les posters d'actrices ou d'acteurs dans... Non, j'y pensais pas du tout, je n'avais pas le rêve américain du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que donc à la fin de Pulp Fiction, j'étais déjà bien avancée dans les recherches et l'écriture de Capitaine d'Avril, et pour moi, raconter la révolution des œillets était comme un objectif vital. Et ça me semblait beaucoup plus important que de rester à Hollywood. Je peux vous raconter une histoire quand même qui me fait beaucoup rire sur Hollywood. Donc,
souvent ce que je trouvais, c'est que j'ai reçu beaucoup de scénarios après Henry and June et surtout Pulp Fiction, qui étaient des espèces de redites. On me sollicitait pour un peu pour la même chose en moins bien, donc non, c'était pas très drôle. Mais donc j'arrivais là-bas et mon agent là-bas me présentait toujours beaucoup de projets, ce qui était bien et en même temps frustrant. Mais un jour il m'a dit non, ça, il faut absolument que tu lises ce scénario, c'est pour toi, c'est très important, c'est ce personnage. Dans la nuit tu le lis, je dis ah, oui, génial et tout. Je le lis et le lendemain, tôt, je l'appelle et j'ai dit oui, alors, le personnage que tu m'as dit, c'est bien ce personnage-là. Et il me dit, bon, oui. Et je dis, mais elle est sénégalaise. Et il me dit, oh, Portugal, Sénégal. Bon, à partir de là, je me suis dit, je rentre au Portugal, je rentre chez moi, comme dirait Madame Dorfel, et je fais mon film. Voilà, pour prendre toutes les cases. Donc Capitaine d'Avril, donc c'est un projet qui te tient à cœur. Oui, je me rappelle, c'est en 2000 Oui, déjà en 2000 à Cannes. Et qui avait trouvé son public, ou quelle résonance avait eu au Portugal? Énorme, c'était le film le plus vu à l'époque. Et puis, moi je ne savais pas du tout que j'avais fait une espèce de film de Noël, c'est-à-dire que tous les 25 avril, à la date de la Révolution, il repasse à la télé. Ah oui, d'accord. Ce qui est très bien parce que tous les gens jeunes, les élèves le voient. Parce que, effectivement, j'ai voulu être très très fidèle au 25 avril des capitaines, des militaires qui l'ont fait. Donc, vous savez peut-être, c'est une révolution unique, pratiquement, dans l'histoire du monde, parce qu'elle est faite par des militaires de carrière, qui n'ont pas pris le pouvoir pour eux et qui ont mis fin à 48 ans de dictature pas militaire civile, et ils ont mis fin aussi à 13 ans de guerre coloniale terrible, et ils ont vraiment institué, passé le pouvoir aux civils et institué la démocratie. Et puis, comme j'avais rencontré nombre de ces gens, et notamment grâce à ma mère qui était journaliste politique, je disposais dans la bibliothèque de l'appartement de beaucoup d'informations et de la plupart des livres qu'ils avaient écrits, ces capitaines d'Avril, parce que beaucoup d'entre eux ont écrit leurs journaux de la guerre coloniale et leurs journaux du 25 avril. Et c'est des textes merveilleux, passionnants, oui, plus ou moins bien écrits, certains avec plus de talent que d'autres, et surtout Salgueiro Maia, qui à ce moment-là n'était pas publié, donc j'ai eu accès à ces écrits inédits où il raconte et la guerre et la révolution des œillets. Et puis ce qui m'a frappé, c'est que dans presque tous les textes de ces militaires de carrière, jeunes, il y avait des références au cinéma. Mais les références variaient. Donc souvent c'était les deux principaux cités, c'était oui, à ce moment-là, c'était un film d'Oliver Stone. C'était vraiment Platoon et tout ça. Et d'autres moments, ils disaient, à ce moment-là, c'était complètement Charlie Chaplin. et donc, j'ai vraiment voulu faire le film dans lequel ils se sont vus. C'est-à-dire un bizarre hybride entre Oliver Stone et Charlie Chaplin. Voilà. Alors, bon, on va parler d'à nos enfants. Hein, on va parler d'à nos enfants. Parce que, voilà, le temps passe. S'il y a des questions déjà, là, peut-être n'hésitez pas. Bon, je poursuis. Oui. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on enregistre, c'est pour ça. On va pas vous entendre, donc c'est bien. C'est pas du tout pour. Voilà. Moi, j'avais une question, c'était de tous les films que vous avez faits, lequel vous avez préféré? C'est lequel votre préféré, en fin de compte, votre film, dans tout ce que vous avez fait? Eh bien, je ne sais pas. Je suis très mauvaise pour faire des listes. D'ailleurs, la liste est une activité un peu absurde quand même, si on y pense bien.
Ce sont des préférences. Non, non, mais je veux dire, parce que nous, on a un ami philosophe, notre ami Stéphane Zagdanski, qui appelle notre société la société des numéricains. Où nous sommes asservis aux chiffres à tout point de vue, et la liste quand même obéit un peu à des classements. C'est peut-être un vice de notre société. Même avant les algorithmes, il y avait des listes à Prévert, il y avait des listes absurdes de Pérec. Mais absurde, c'est ça, parce que qui soulignait l'absurdité de la liste. Oui, voilà. Elles pouvaient être stimulantes aussi, quoi. Oui, mais c'est une activité oui, mais je comprends, un peu questionnable quand même. Oui, non, mais c'est... Oui. Alors, à nos enfants, alors, dans le coffret DVD qui est proposé, alors, il y a le film, mais il y a aussi la pièce. Parce que, raconte-nous un peu, c'est une pièce d'une metteur en scène... de Laura. Voilà, c'est ça. C'est Laura, c'est une femme très courageuse, incroyable. Laura Castro. Ouais. Laura Castro, elle m'a envoyé sa pièce de théâtre à nos enfants, qu'elle avait écrite, et j'ai senti que c'était une pièce qu'elle a vraiment écrite d'un point de vue très vécu, et ça se sentait dans le texte, parce qu'elle a 3 enfants avec une autre femme, et en même temps, on sentait que c'était très honnête, parce que dans ce long dialogue entre mère et fille, chacune a des arguments très valables, et chacune a sa mauvaise foi, ses préjugés, ses résistances. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, et je suis donc partie faire la pièce pendant 3 ans au Brésil. Où tu joues le rôle de la mère. Où je joue le rôle de la mère. Ouais. Et c'était tellement pas pour moi, en réalité, que quand j'ai reçu la pièce, je me suis dit, mais c'est pour jouer quel rôle? Parce que je n'ai ni l'âge de la fille, ni l'âge de la mère. Oui. Et en fait, c'était pour la mère. Et donc, toute cette transformation physique, de la façon de parler, de l'accent, c'était très stimulant, très marrant à faire au théâtre. Mais évidemment, c'était impensable au cinéma. Mais donc, dans notre longue tournée de 3 ans au Brésil avec la pièce, rapidement j'ai proposé à Laura, mais faisons un film. Je pense qu'on peut aller... Il y avait une matière. Il y avait matière vraiment à approfondir, à explorer. Et elle a été d'accord, et elle s'est lancée comme productrice aussi du film. Oui, elle reprend le rôle de la fille. Alors c'est très drôle parce que... la pièce avait été écrite pour une actrice très 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 connue, qui est Marieta Severo, qui était la femme de Chico Buarque, et tous les Brésiliens la connaissent. Et elle n'avait pas pu faire la pièce, même si elle avait beaucoup aimé. Et donc c'est comme ça que la pièce m'est arrivée à moi, par des tas de circonstances un peu magiques, parce que j'avais chanté la chanson sur laquelle est écrite et basée la pièce. Mais quand il s'est agi de faire le film, pour moi c'était une évidence que le rôle devait revenir à Marieta. Et donc je suis très reconnaissante à Épicentre et à Thierry Le Nouvel, que je vois là, mon producteur français merveilleux, d'avoir sorti le film, parce que déjà on était vraiment un film perdu dans les affres du bolsonarisme et de toutes les circonstances mondiales. Et donc le film est sorti, et maintenant le fait de sortir en DVD, c'est merveilleux, et d'avoir mis la pièce avec, parce que je pense que ça peut être un exercice très rigolo à faire. Oui, parce que bon, il y a donc 2 actrices très très différentes qui jouent les mères dans la pièce et dans le film. Et puis, il y a une même actrice qui est Laura qui joue la fille, et pourtant, c'est 2 personnages complètement différents. C'est 2 moments aussi historiques très différents, parce que là,
aujourd'hui j'ai eu l'occasion de relire un peu la pièce et on sent dans la pièce la joie, la confiance, le comique, mais quelque chose d'une société qui était assez solaire pendant les années Lula Dilma au Brésil. Et voilà. Et après, pendant l'écriture du film, on ne pouvait pas ne pas ressentir l'assombrissement brutal de la société. Et effectivement, la mère Vera est beaucoup plus torturée, beaucoup plus enfin, tout est plus angoissé. De cauchemar, voilà. Comme ça, où le tout est plus angoissé exactement. La dictature ressurgit. Oui, non, c'est un film assez fort, mais qui prend vraiment à bras le corps toute l'histoire du Brésil aussi. Toi, c'est ton premier contact avec cette culture brésilienne, ou tu as conscience de vraiment mettre les 2-3 mains dans cette histoire-là? Non, ça fait un moment parce que, depuis très longtemps, je suis passionnée par le Brésil depuis très longtemps. Et mon documentaire précédent, Les yeux de Bacuri, c'était une proposition de la commission d'amnistie et réparation au Brésil, à un moment où ces commissions existaient et s'efforçaient de s'occuper et de réparer les torts causés aux victimes de la dictature militaire, qui était terrible et qui faisait que parfois des personnes étaient encore considérées clandestines après 40 ans, n'avaient pas accès à leur vrai nom, et pouvaient encore être poursuivies par la police. Enfin, il a fallu remettre tout ça à zéro et aider ces gens en racontant leur histoire et les aider aussi financièrement. Et c'est un travail très important qui avait été fait au Chili et en Argentine, qui arrivait un peu plus tard au Brésil. Et donc, cette commission d'amnistie et réparation vraiment a demandé à beaucoup d'artistes de se pencher sur, avec diverses formes d'expression évidemment, mais de se pencher sur les histoires de ces personnes. Donc il y a eu des expositions, des livres, des pièces, etc. Et moi j'ai fait Les yeux de Bacuri aussi sur une mère et une fille, et ce traumatisme terrible qui d'une certaine façon passe aussi aux enfants, même s'ils ont grandi en Italie. C'est la question, comment le silence ou comment le trauma passe à la génération d'après. Oui, et même inconsciemment. Mais bien sûr. Oui. Et donc là, elles habitent depuis 40 ans en Italie, et comment la fille qui n'a rien vécu de tout ça, d'une certaine façon, est plus marquée, plus traumatisée encore que la mère, avec cette difficulté en plus qu'elle ne sait pas à quoi se doit son angoisse fondamentale. Voilà, c'est ça, elle n'a pas. Voilà. Et donc ça a été un travail très important pour moi, et où elles ont eu cette générosité incroyable de le faire avec moi, et c'est pour ça que Shoah je t'ai fait sélectionner des films et puis et c'est que Shoah a été pour moi une référence, parce que, pour te dire, le documentaire que j'avais fait avant était sur la relation entre les artistes et les critiques. Et c'était tourné à Cannes, et c'était quelque chose où on s'est beaucoup amusé, où tout le monde a joué le jeu en plus, mais il y avait cet air de Cannes, et c'était un jeu de vanité absolue, entre les traumatismes des uns et des autres. Enfin, je dis ça, il y en a qui ont pris ça très au sérieux, mais voilà, il y avait quelque chose de joyeux dans ce film. Donc tout d'un coup, on me propose de faire cette histoire sur des mémoires très 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 douloureuses, et donc là je me suis replongée dans Shoah, et évidemment je me souviens beaucoup de cette scène terrible du monsieur, du barbier tchèque, qui n'arrive pas à raconter, qui est submergé par son émotion, ses larmes, qui n'arrive pas à dire les choses, et on entend la voix de Claude Lanzmann derrière qui dit non, il faut que tu le dises, c'est vrai, il faut le dire, mais c'est d'une brutalité terrible. Et je me disais,
je ne vais pas pouvoir faire ça. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Et donc j'avais dit à Denise, tu dis ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et ça l'a un peu rassérénée quand je suis arrivée à Rome pour tourner avec elle. Elle avait pris des tas de calmants. Et en même temps, j'ai beaucoup appris en faisant ce film sur toute cette histoire brésilienne, mais aussi sur le cinéma, parce que je me souviens que la première fois où elle a commencé à pleurer, j'ai tout arrêté et je suis allée l'embrasser et c'était une erreur. C'était une erreur de cinéma. Et donc après, on a appris on était tous derrière la caméra, toute l'équipe, on était tous en larmes, y compris les Italiens. Elle était en larmes, mais on pleurait, mais on restait derrière la caméra, voilà. Mais voilà, donc Shoah était vraiment une référence très importante. Donc, je t'ai fait choisir un extrait qu'on voit du film. Peut-être contextualise-nous ce moment-là, c'est le moment où elle va justement au musée. Elle va... C'est celui que tu m'avais... Non, le musée est avant ça, mais... Ah, je crois que c'était... Alors, je l'ai mal calé. Mais c'est pas grave. Ça, c'est l'université. Elle va à l'université. Ah oui, c'était juste avant. Alors, attends, je vais essayer de le caler. Mais c'est pas grave, hein. Et c'est au moment où ils sont au bord de la piscine? Non, c'est pas ça. Non, non, non. Ah, bon, non, en fait, je crois que je t'ai donné un truc trop long. On peut passer celui qui était calé? Oui, allons à celui qui était calé, s'il vous plaît. Oui, voilà, absolument. Me davam uns choques nas mãos, nos pés, na boca e na vagina não, porque eu estava grávida. Também não me penduravam no pau de arara. Tinha sempre um médico presente para fazer supervisão. Ele media minha pressão, aí ele dizia, pode continuar, ela aguenta. Tem pressão de atleta. Aí eu gritava, meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer. E eles diziam, tem importância. Um comunista menos. Filho dessa raça não deve nascer. Vários militares disseram que o adotariam. Se ele fosse homem, saudável e branco.
Oui, alors je peux dire que tous ces témoignages, on les a laissés tels quels. Tous ces témoignages de femmes torturées, on n'a rien changé. Ils sont textuellement reproduits. Et cet extrait, là, c'est voilà, il évoque, parce que un des auteurs que j'ai voulu, qui était une référence pour ce film, c'est Night Shyamalan et le sixième sens. D'accord. Et ça, je pense que voilà, le rapport. Il y a beaucoup de scènes de rêve. Hein, le rapport avec ce personnage, ouais, ce personnage. Du journaliste qui serait tellement parfaitement son fils, le fils qu'elle... Qui porte d'ailleurs le même... Voilà, on ne sait pas. On sait pas. Mais leur rencontre, ils sont toujours seuls, et il arrive toujours d'un miroir. Ouais. Et voilà, il y a quelques indices comme ça, et donc voilà. mais le film, je trouve très... alors, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'entrelacs comme ça, qu'on repère les couples. Alors, qui est présenté de front, il y a vraiment la question de l'homoparentalité. Hein, ça commence sur ce couple de femmes qui veulent avoir un enfant via insémination. Donc, il y a quelque chose comme ça de très... dans les représentations de leurs amis gays qui veulent aussi adopter. Donc, il y a la question de l'adoption, il y a la question du sida, de la séropositivité. Oui. Il y a les favelas et les milieux un peu plus bourgeois. Ben, c'est vraiment au croisement de toute la société brésilienne. Et l'histoire aussi, évidemment, qui revient. Le film brasse énormément de choses et s'incarne vraiment très très bien dans ces personnages-là. Et moi, à chaque fois, j'ai revu plusieurs fois, mais je suis cueilli quoi, à la fin par énormément d'émotions, je trouve, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment... que les personnages ont porté et il y avait une vraie sincérité, quoi, je trouve, je sais pas, dans le parcours des uns et des autres. Voilà, je trouve. Non, voilà, c'est ça. Non, mais c'est assez curieux parce que ça prend un chemin, des détours assez inattendus en fait. Mais on s'aperçoit que finalement, tous ces thèmes sont tout à fait liés et font partie disons, des partitions politiques, de ce qu'on discute politiquement dans le monde entier. Mais complètement, non, mais qui est en prise avec l'actualité. Hein, voilà, mais avec des grandes questions. Qu'est-ce qu'être père? Qu'est-ce qu'être mère? Ben, c'est ça. Voilà, c'est le rapport à ce fils, à un fils qui a une dimension de virtualité. Et que, d'une certaine façon, mère et fille se confrontent à ce même questionnement, mais dans des contextes très très différents. Pour moi, c'était très important de parler des disparitions, parce que vraiment tous les témoignages de gens qui sont passés par des tortures, etc., au final, ils s'accordent à dire le pire, c'était la disparition. Parce que la disparition faisait qu'on vivait des années et des années avec cette fiction qu'on entretient, et qu'on espère toujours trouver une personne qu'on a complètement forgée dans son imagination au détour d'une rue, et que c'est extrêmement cruel le moment où on doit mettre fin à cette fiction qui nous fait vivre. Et ça m'avait beaucoup touchée. Donc, ce fils n'existait pas dans la pièce, il est arrivé dans le film, parce que je trouvais que ça dialoguait aussi très bien avec la question dans le couple homosexuel de faire un enfant, mais qui est dans le ventre de quelqu'un d'autre qui peut décider de partir ailleurs. Voilà. Et voilà, comment la relation avec un enfant extrêmement désiré, mais qui nous échappe d'une certaine façon. Mais même quand Vanessa dit à sa mère, donc je suis mère, et c'est son amie qui va porter l'enfant, mais je suis mère, mais comment, c'est pas toi. Mais même en tant que spectateur, ça résonne quand même de façon... Ça nous ébranle aussi dans nos représentations de qu'est-ce que c'est une mère, qu'est-ce que c'est la maternité, et comment on peut se considérer, comment on peut décider de se considérer comme mère
Absolument. Voilà, en étant là. Moi j'ai trouvé ça, wow. Ça m'a vraiment beaucoup effectivement frappé quand j'ai reçu la pièce et la véhémence avec j'ai compris, mais c'est quelque chose que je ne m'étais pas, j'avais pas réfléchi. Oui, voilà, c'est ça. Et Laura m'a fait vraiment découvrir, voilà, on est mère. Même si on ne porte pas bon, d'une certaine façon j'ai toujours cru au fait que nous faisons nos familles, bien sûr, nous ne devons pas hériter forcément de seulement, voilà. Mais nous la construisons aussi, notre famille. Si ceux qui ont vu le film ou pas, peut-être s'il y a des questions. Ou sur quelque chose que le film. Donc on passe à la dédicace. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Ouais. Alors, je t'avais fait choisir une liste de films que j'ai mis sur la table. Voilà, juste alors, tu es parmi les invités, celle qui a fait la liste la plus consciencieuse. Ah bon? Tu n'as pas les listes, parce que tu les as liées à tes films, voilà. Et donc, allez, si on en prenait... on a parlé d'Ackerman. Tiens, Frost de Bartas, Charles Bartas. Oui, alors c'est un film qui m'a beaucoup plu et c'est fou l'actualité qu'il a pris, non, maintenant avec la guerre d'Ukraine, parce qu'en fait, Tu connaissais ce réalisateur, tu avais vu ses films, pas forcément. Non, pas vraiment. Ouais. Mais je trouvais ça très beau, cette confrontation des personnages qui viennent d'une réalité qui ressemble à la nôtre. Et quand on est face à la guerre, on a un sentiment d'irréalité, non? Et comment la réalité de la brutalité de cette guerre dans le Donbass tombe sur ces jeunes, ça m'avait beaucoup impacté. Et puis c'est vrai, enfin, j'avais fait aussi la référence des films de guerre qui m'avaient beaucoup marqué, parce que enfin, il y a certains films de guerre qui sont des références pour moi, parce que ce sont des films qui réfléchissent à la guerre et qui sont profondément antimilitaristes, dont Attaque de Robert Aldrich, qui est une grande référence pour moi, Les Sentiers de la Gloire, et je trouve que ça dialogue aussi avec Frost, finalement, le rapport de l'homme à la guerre et le rapport du cinéma à la guerre, parce que on sait par exemple que nombre de matériel du cinéma vient de la guerre, les Steadicam, les grues, beaucoup de matériel, surtout le Steadicam, mais vient de la guerre d'une certaine façon. Et même de grands réalisateurs qui ont filmé la Deuxième Guerre mondiale, de grands réalisateurs américains qui ont été aussi absolument, Sam Fuller, oui, absolument, absolument. Donc il y a le cinéma interroge la guerre, et c'est important d'interroger la guerre, et surtout de prendre ce matériel d'une certaine façon et dire faites du cinéma par la guerre, même si parfois il y a un certain cinéma qui est une façon de continuer à faire la guerre. Et tu m'as marqué pour mon prochain film Rébellion, Seuil Kuba de Mikhail Kalatozov. Alors parle-nous de Kalatozov et parle-nous de ton prochain film. Ah oui. Ah oui. Alors oui, j'écris un... Seuil Kuba qu'on édite, hein, vous savez, mais voilà, c'est un film qu'on a édité en DVD. Seuil Kuba, oui, non, sublime. Ricardo Vega, réalisateur cubain. Oui, non, c'est une référence absolue pour moi, Kalatozov. Et j'écris donc sur la vie d'une femme qui est portugaise et qui a vécu de très près la révolution cubaine, ou
enfin oui, elle est arrivée pendant la crise des missiles en 62 à Cuba, et elle a consacré toute sa vie à la révolution, à l'idée de révolution cubaine. Et Soy Cuba est là vraiment comme une référence d'une image qui épouse le pays, mais qui danse avec le pays. Je pense qu'il est très important de danser avec les textes, de danser avec les images, et Kalatozov s'y est donné. C'est le grand maître. Son chef-op, Mussorgsky, non? Le nom du chef opérateur de Kalatozov, qui fait Lousseff, qui est un truc comme ça. Lousseff, qui fait. On se demande comment il compose ses plans, comment ils ont réussi à faire. Après, ils ont construit, enfin, il y a les ascenseurs, il y a des rails construits, des câbles qu'on ne voit pas. En fait, si tu fais attention, tu les vois, mais tu ne vois pas. Tu te dis comment cette caméra qui vole. Elle vole. Oui, la caméra vole. C'est une fluidité incroyable. C'est extraordinaire. Et tous ces figurants qui étaient en fait des Russes qui étaient à Cuba, et tout ça danse. Et je me dis, bon, quitte à faire un film sur Cuba, j'aimerais d'une certaine façon qu'il puisse dialoguer avec ce film tellement fondateur. Donc, c'est quoi? C'est filmé, c'est en écriture, c'est en développement, c'est quoi? Non, c'est pas filmé malheureusement. J'ai terminé un premier scénario. D'accord. Oui, donc, voilà, on espère maintenant réunir aussi les producteurs. Bon, super. Un grand merci à toi. Merci infiniment. On se donne rendez-vous vers la table pour la dédicace. Merci à tous. Merci.